Suivre la conférence de presse de Dominique de Villepin, le président de République Solidaire a créé la surprise en annonçant sa candidature à l'élection présidentielle. On l'écoute tout de suite en direct. Au service de la France. La première raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle de 2012, c'est parce que je refuse la fatalité. Fatalité de la souffrance des Français. Il suffit de se promener dans les rues de nos villes, dans nos campagnes. Il suffit de regarder nos usines. Il suffit de compter le nombre de Français qui sont pauvres dans nos pays. 8 millions de pauvres en France, 4 millions de chômeurs, 20%, plus de 20% de jeunes qui sont au chômage, plus de 40% de jeunes au chômage dans certaines de nos banlieues. On a là le paysage, la réalité, le visage de la France d'aujourd'hui. Souffrance, mais aussi, et c'est pour un responsable politique, une puissante invitation, sentiment d'impuissance de la politique. Regardons 4 années et demie après l'élection de 2007, où nous en sommes. Quelle est la situation de notre économie ? 70 milliards de déficit commercial. Je ne cite même pas le chiffre astronomique de notre déficit public ou de notre dette publique. Une croissance pour 2012 qui s'annonce, on espère, à 1%, mais qui, plus réalistiquement, est envisagée autour de 0,3%. Derrière ce chiffre, vous le savez, il y a encore plus de chômage, encore moins de consommation et encore plus de souffrance pour beaucoup de nos compatriotes. Si l'on se tourne du côté de l'Europe, puisqu'aujourd'hui notre destin est suspendu aussi au destin de l'Europe, on voit bien que la situation n'est guère meilleure. Nous enchaînons les sommets qui, les uns après les autres, ne parviennent pas à enrayer l'hémorragie, à répondre aux besoins face à la dictature des marchés. Souffrance, impuissance. Alors ce rendez-vous de 2012, je ne veux pas que cela soit celui de la facilité, mais je veux au contraire, et c'est ma deuxième raison, je veux au contraire que ce rendez-vous redonne le pouvoir aux Français. Ils n'ont pas souvent l'occasion de s'exprimer, les Françaises et les Français. Ils n'ont pas souvent l'occasion de dire leurs attentes, leurs espoirs, leurs angoisses. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous de la nation. Or, qu'est devenu ce rendez-vous ? Le rendez-vous des partis. Et qui plus est, le rendez-vous le plus souvent des grands partis. Ce n'est pas au Parti socialiste, ce n'est pas à l'UMP, ce n'est pas au MoDem, ni à aucun autre parti de dire qui doit être le président de la République. C'est aux Françaises et aux Français. Et c'est un étrange détournement qui, aujourd'hui, nous montre à quel point nous nous trompons d'élection. L'élection présidentielle, ce n'est pas une élection législative, ce n'est pas une élection municipale, ce n'est pas une élection cantonale. Nous choisissons l'arbitre, le guide de la nation pour 5 ans. Et c'est, puisqu'il faut revenir à l'esprit des origines, la rencontre entre un homme et un peuple. Pas entre un parti et un peuple. Ce n'est pas la loi partisane qui doit s'exprimer en 2012. C'est la loi de l'intérêt général. Voilà. Un mot qu'on emploie peu et qui pourtant est cardinal dans la vie d'une nation. Et c'est donc autour de celui qui sera, ou celle qui sera, le mieux placé pour défendre l'intérêt général. C'est la seule question que les Françaises et les Français ont à se poser. Qui est le mieux placé pour défendre l'intérêt général ? Qui est capable de s'extirper
des intérêts catégoriels, de mettre de côté les catégories, les communautés, les segments de population, les sondages. On voit bien comment, depuis plus de 4 ans, la navigation à vue ne permet pas de défendre les intérêts de la France. Et qui plus est, rencontre d'un homme et d'un peuple, qui plus est dans des circonstances exceptionnelles. Des circonstances d'une crise exceptionnelle, qui implique que le président de la République ait encore plus de hauteur. Ni hyper-président, ni président normal, ni président installé dans un fauteuil à bascule, tantôt oscillant à droite, tantôt oscillant à gauche. Non. Un président qui guide et qui défend les intérêts de la nation. Ce choix-là, eh bien, souvent, quand je lis les chroniqueurs, quand je lis les experts, quand je lis les observateurs, eh bien, il semble d'une toute autre nature. On pèse, on sous-pèse ceux qui, dans tel segment de population, sont les mieux placés, ceux qui ont le plus d'argent, ceux qui disposent des plus grandes facilités, du plus grand financement public. Eh bien, les Français, je veux qu'ils aient le choix. Parce que la démocratie, on l'oublie trop souvent, c'est d'avoir le choix. Choisir celui ou celle qui sera le mieux à même de défendre les intérêts de notre pays. Je suis candidat parce que j'ai une conviction. C'est que dans la crise, dans la difficulté, le rassemblement s'impose. Le rassemblement de tous les Français, pas les Français de droite, pas les Français de gauche d'un côté, ou les Français du centre, non. Tous les Français. Tous les Français pour un même objectif, qui les dépasse, qui n'est pas la somme de leurs intérêts, qui n'est pas le plus petit dénominateur commun, mais qui dépasse les intérêts de chacun pour rejoindre l'intérêt de la nation tout entière. Et ce rassemblement, cette union de tous, c'est la condition du sursaut. Or, on voit bien que cette élection ne doit pas déboucher sur la énième adaptation de la société française, la énième adaptation de l'économie française, de la politique nationale. Ce n'est pas un ajustement qu'il faut, c'est une refondation, c'est un sursaut. Et ce sursaut, il doit d'abord être un sursaut des consciences de tous les citoyens et il doit s'appuyer sur de nouveaux moyens. Nous voyons bien que la politique est asphyxiée, épuisée. Elle n'a pas les leviers du changement. On peut défendre tous les programmes, et je vois fleurir ici et là des mesures qui resteront dans les tiroirs, comme les précédentes promesses. Tout simplement parce que si on n'a pas les moyens et les leviers pour agir, on n'agit pas efficacement. Or, aujourd'hui, la politique ne dispose pas de ces leviers, et c'est pour ça que je propose un gouvernement resserré autour d'une quinzaine de ministres, des régions qui rassemblent leurs forces, 8 grandes régions métropolitaines, et des représentants du peuple, des représentants élus en moins grand nombre et entièrement dévoués à leur tâche. C'est dire à quel point je pense qu'il est temps de mettre fin au cumul des mandats. Et puis bien sûr, une représentation nationale légitime, c'est-à-dire qui prenne en compte la diversité de la nation, ce qui suppose l'introduction d'une dose de proportionnelle dans nos élections. Au-delà de ces moyens, de ces leviers nouveaux, indispensables, pour rendre la politique efficace, pour la rendre crédible, il faut bien sûr donner l'exemple, c'est-à-dire revenir à davantage de justice sociale. On aura l'occasion peut-être tout à l'heure d'en parler davantage. C'est aussi la condition du rassemblement. De la même façon, nous devons défendre l'emploi, défendre la croissance, défendre la compétitivité. Et là aussi, de nouveaux moyens sont nécessaires. Et c'est pour ça, vous le savez, que je préconise, par exemple, une TVA emploi, exportation, environnement, un Conseil national stratégique qui rassemble l'ensemble des forces vives de notre pays. Autant d'outils, autant de moyens qui nous permettront de relever le défi. Alors vous me direz, se lancer
dans une aventure avec de bonnes intentions, c'est bien, mais sur quoi vous appuyez-vous? Eh bien, je veux d'abord m'appuyer sur l'expérience. L'expérience est importante en politique. Il ne suffit pas d'être désigné par sa famille politique. Encore faut-il avoir suivi un itinéraire qui vous apprenne la complexité de la chose publique. L'expérience, je l'ai acquise comme secrétaire général de l'Élysée et pendant 5 ans comme ministre et comme Premier ministre. Je l'ai acquise à la fois en politique intérieure et en même temps en défendant la politique étrangère de la France. Cette expérience, je l'ai acquise au pouvoir et je l'ai acquise depuis 4 ans en sonnant l'alarme chaque fois que j'estimais cela nécessaire, et nous ne sommes pas nombreux en France à avoir dit la vérité aux Français tout au long de ces années, à avoir averti que certaines politiques non seulement ne nous rassembleraient pas, mais au contraire nous diviseraient profondément, que certaines politiques n'étaient pas susceptibles de répondre aux besoins de notre pays. Eh bien oui, j'ai tiré la sonnette d'alarme chaque fois que ma conviction m'imposait de le faire. Et puis je veux m'appuyer aussi sur un bilan. Là encore, les hommes et les femmes politiques qui aujourd'hui sont candidats ne sont pas tous sur la même ligne de départ. Un bilan en politique, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Entre 2005 et 2007, quand j'étais Premier ministre, avec l'équipe gouvernementale qui était la mienne, nous avons réduit de 600 000 le nombre de chômeurs dans notre pays. Et je n'ai pas attendu la campagne de 2007 pour parler de réduction des déficits et de la dette publique. J'ai agi, puisque je suis le Premier ministre à la tête du gouvernement qui a mis en avant l'objectif de réduction de la dette publique en mettant en place la conférence sur les finances publiques rassemblant l'ensemble des acteurs. Et qu'en 2 ans, nous avons réduit le déficit public de 50 milliards, quand nous avons vu la dette publique augmenter depuis 4 ans et demi de 500 milliards. Ça, ce sont des choses tangibles, des choses solides, des choses que les Français peuvent apprécier. Ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des promesses, ce ne sont pas des bonnes intentions. Et puis je veux m'appuyer enfin sur une vision. Parce que tout au long de ces années, j'ai vu les faiblesses de notre pays, les divisions, les fragilités, les peurs. Et j'ai vu aussi les forces, les atouts formidables dont nous disposons et dont malheureusement nous ne nous servons pas suffisamment. C'est fort de ces atouts, fort de ces talents français, fort de ces énergies que nous arriverons à relever le défi. Autant de raisons pour aujourd'hui m'engager, autant de raisons aujourd'hui pour ne pas rester sur le banc de touche, autant de raisons aujourd'hui pour vouloir apporter des réponses aux Français et changer la politique. Le choix, c'est continuer pendant 5 ans avec les mêmes. 5 ans, 5 nouvelles années, c'est long, très long. Repartir pendant 5 ans avec les autres pour défaire ce qui a été fait et partir peut-être en sens inverse. Ça peut être tentant de passer d'un extrême à l'autre, mais est-ce que c'est la réponse? On peut aussi couper la poire en deux et prendre un peu de la politique des uns, un peu de la politique des autres. Je crois qu'il faut dépasser tout cela, bousculer le jeu politique, renverser le système politique, changer les habitudes. Et c'est fort de cette conviction que j'ai décidé d'être candidat au présidentiel de 2012. Voilà. Monsieur de Villepin, s'il vous plaît, on a compris qu'il y avait quelques fans dans la salle. Monsieur de Villepin, je sais qu'on a compris l'accent gaullien de cette candidature. On sait que le général de Gaulle disait l'intendant suivra, mais enfin l'intendant c'est important quand même. Il faut 500 parrainages, il faut de l'argent pour financer une campagne. Sur ces 2 points, vous comptez faire comment? Alors vous avez raison de soulever la question des moyens. On ne peut pas faire de la politique sans moyens. Et c'est la volonté qui est la mienne.
de rassembler le plus grand nombre et, à partir de cette mobilisation, de trouver les réponses, à la fois en termes de moyens et de signatures. Mais comment pourrait-on imaginer que dans une démocratie comme la démocratie française, un ancien Premier ministre, qui a suivi un long parcours politique, n'arrive pas à trouver 500 maires, conseillers généraux, qui, non pas lui apportent son soutien, mais lui permettent tout simplement de concourir à l'élection présidentielle. J'imagine que vous comptez plus sur les soutiens des élus de gauche et socialistes que sur ceux de l'UMP? Non, je compte sur les soutiens. Vous savez, l'immense majorité des maires de France n'est ni UMP, ni Parti socialiste. Ce sont des maires qui font leur travail et qui défendent l'intérêt général. Et c'est parce que nous avons le même objectif et la même ambition que je vais m'adresser à eux, continuer de m'adresser à eux, parce que ce n'est pas quelque chose que nous commençons aujourd'hui. Nous avons déjà fait un long travail auprès d'eux, donc continuer à travailler avec eux pour obtenir ces signatures, et bien sûr avec tous les Français pour que les moyens nous soient donnés. Ces moyens, ils ont commencé d'affluer dès l'annonce de ma candidature, et je souhaite que nombreux soient les Français qui puissent soutenir un candidat surprise, mais un candidat qui, depuis longtemps déjà, a marqué son souci de défendre les intérêts de la France. Donc vous misez sur un financement par des sympathisants qui vous enverraient des dons, c'est ce que vous êtes en train de dire? Ah oui, je ne mise pas, en tout cas pas au départ, compte tenu des réglementations qui sont les nôtres, sur un financement public. C'est le soutien des Français, c'est le concours des Français. Et ce concours, une fois de plus, il a commencé depuis plusieurs mois à s'exprimer, et je souhaite qu'il s'intensifie pour nous permettre de faire une campagne qui sera une campagne économe, parce que je crois qu'il serait indécent de dépenser plusieurs dizaines de millions d'euros dans cette période. Et je ne crois pas en plus que cela soit utile en quoi que ce soit pour la défense des idées dans une campagne présidentielle. Une fois de plus, ne nous trompons pas d'élection. Il ne s'agit pas de multiplier les manifestations, il s'agit tout simplement de faire passer un message aux Français, et les Français choisiront. Toujours sur l'organisation concrète, avec quelles équipes vous y allez? Parce que vous avez d'anciens amis qui sont certains à la majorité, d'autres suivent François Bayrou. Vous y allez comment? Quelle est votre équipe? Qui sera votre directeur de campagne? Comment vous vous organisez? Alors, je mets en place actuellement l'ensemble de ce dispositif, et dès le mois de janvier, nous aurons une équipe parfaitement opérationnelle, installée dans le QG de campagne. J'aurai l'occasion de présenter à la presse l'ensemble de cette équipe, ainsi que le nouveau projet présidentiel que j'entends défendre. Chacun a compris que face à la situation d'effacement, d'effondrement de l'Europe, la donne avait changé, et qu'il faut donc adapter les projets à cette situation nouvelle. Je le ferai bien évidemment dans le cours du mois de janvier, avec le souci, là encore, de ne pas me tromper de cible. Une campagne présidentielle, ce n'est pas sans mesure. Une campagne présidentielle, c'est 3-4 grandes orientations qui permettront au futur président de la République de changer la donne dans notre pays. Imaginons que l'intendance n'est pas totalement suivie, vous n'ayez pas les 500 parrainages nécessaires par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer que vous puissiez porter la voix et le discours que vous venez de faire aujourd'hui à travers un autre candidat, un ralliement, par exemple l'UMP, qui vous demande de le rejoindre déjà? Alors je vois que le candidat du MoDem a déjà répondu à cette question en indiquant qu'il se rallierait soit à la droite, soit à la gauche. Je le dis très clairement ici, le ralliement ne fait pas partie de mon programme. Ce n'est pas mon tempérament. Ce n'est pas mon tempérament et ce n'est pas l'idée que je me fais d'une élection présidentielle. Les Français choisissent. Et ce n'est pas par des combinaisons politiciennes, partisanes, que doit se décider du sort d'une campagne électorale. Donc, je me donnerai les moyens, avec l'aide des Français, pour obtenir les réponses en termes de signature, en termes de moyens matériels, pour que cette candidature puisse aller jusqu'au bout et que les Français puissent choisir. Toute dernière question avant de passer à celle dans la salle. On a bien compris que vous vouliez dévoiler votre programme en janvier, mais vous avez beaucoup parlé de la crise, il y a quand même un point qui est important, il y a un traité européen qui va être refait. Est-ce que, comme le candidat François Hollande, vous dites, pour ma part, ce ne sera pas celui-là si jamais je suis élu, ou on reste sur cette politique qui a été menée et cet accord qui a été conclu par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel? Alors d'abord, ce traité, comme vous dites, qui ne sera sans doute pas un traité, mais sans doute un accord intergouvernemental, est encore en pointillé. Personne ne connaît exactement l'architecture, le dessin de cet accord. Donc, laissons
les responsables des différents États travailler au cours des prochaines semaines. Souhaitons que cet accord puisse tenir plus de quelques semaines. Pour être franc avec vous, je n'en suis pas tout à fait sûr. Nous avons vu des sommets européens prendre des mesures, prendre des décisions, et à chaque fois, un nouveau sommet était nécessaire pour reconstruire. Donc souhaitons que les digues qui sont élaborées permettent de faire face aux risques, notamment sur les marchés au cours des prochaines semaines, mais ce n'est pas sûr. Je ne crois pas que la réponse qu'attendaient ces marchés et qu'attendait l'ensemble, la plupart des citoyens européens, ait été donnée. Tant que le message ne sera pas adressé de la façon la plus claire par la Banque centrale européenne et par l'ensemble des États de la zone euro principalement. Tant que le message ne sera pas adressé que la Banque centrale accepte de se porter garante en dernier ressort, eh bien, le risque d'hémorragie continuera. Nous voyons la situation d'un pays comme le Japon, un pays qui a des dettes beaucoup plus importantes que les nôtres, et pourtant qui emprunte à des taux d'intérêt beaucoup plus bas, uniquement sur la base d'une garantie donnée par la Banque centrale. Et c'est la situation des États-Unis qui ne sont pas en meilleure posture, ou la situation de nombreux autres États. Donc ce qui fait défaut, ce n'est pas aujourd'hui tant la multiplication des mesures qui s'impose. Ce qui fait défaut, c'est prendre des mesures à la hauteur des enjeux. Et c'est une chose que de mettre la poussière sous le tapis, de multiplier les accords, de multiplier les sommets, c'est autre chose que de prendre les bonnes mesures. Je pense pour ma part qu'il faut un changement de politique de la Banque centrale. Je crois de la même façon. Comment vous convaincrez les Allemands ? Mais c'est tout cela, l'art de la politique. Vous savez, j'ai suivi la relation franco-allemande depuis maintenant de nombreuses années. Le drame qui se noue aujourd'hui, c'est que nous avons perdu l'égalité politique et économique avec l'Allemagne. Et c'est en grande partie de notre faute si nous sommes dans cette situation. Il faut donc rétablir cet équilibre. Mais nous ne pouvons pas accepter que la solution aux difficultés de l'Europe passe par la seule vision, par la seule décision de notre partenaire allemand, quelle que soit l'amitié qui existe entre nous. Et c'est évidemment tout l'intérêt d'un rapport de force politique. C'est tout l'intérêt d'une explication politique, je pense toujours aujourd'hui, comme je le pensais il y a quelques années. Et comme le disait Jacques Chirac à Gerhard Schröder, la relation franco-allemande n'est une bonne relation que si chacun d'entre eux, la France et l'Allemagne, chacun d'entre eux fait sa part du chemin. Ce n'est pas ce qui a été fait aujourd'hui. Et les mesures qui sont adoptées sont certes pour certaines de bonnes mesures de long terme qui amélioreront la gouvernance budgétaire, mais ce ne sont pas des mesures qui répondent complètement aux problèmes qui se posent. Et donc, il y a aujourd'hui une part de risque, une part d'incertitude, une part d'aléa qui reste et qui menace les économies de la zone euro. Les questions dans la salle, je suis sûr que mes confrères et amis en ont pas mal. Je vous propose de vous lever la main, voilà, là-bas au bout. Ah bah, alors, il y a déjà le micro qui est là. Et ensuite, pour le monsieur au fond de la salle, là-bas, allez-y. Pascal Henry, magazine Pièce à conviction de France 3. Dans l'affaire Karachi, vous avez déclaré publiquement avoir interrompu les commissions. Pourtant, un document en possession de la justice montre que ça a duré jusqu'en 1997. Est-ce que vous pouvez nous dire où est passé cet argent ? Merci à Pièce à conviction. L'amalgame est toujours l'ennemi du journalisme et c'est surtout l'ennemi de la vérité. Et les choses sont beaucoup plus simples que ce que vous dites. Dans l'affaire de Karachi, il y a une décision qui a été prise non pas par moi, mais par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, qui a décidé de moraliser la vie publique internationale et de mettre fin à des commissions qui étaient soupçonnées de rétrocommission. Ce système, il y a été mis fin par décision de Jacques Chirac à travers une instruction qui a été donnée au ministère de la Défense et à ses services. Et aujourd'hui, rien, à ma connaissance, ne permet de dire le contraire. La vérité, c'est donc que Jacques Chirac a mis fin à ce système et on ne peut pas mélanger les choses. Il y a d'un côté ceux qui aujourd'hui sont soupçonnés de commissions ayant pu donner lieu à des rétrocommissions, et il y a de l'autre côté ceux qui ont contribué à mettre fin à ce système. Monsieur.
Thibaut Enoch pour LCI, la chaîne Info. Monsieur de Villepin, on a dit que votre candidature avait beaucoup surpris jusqu'à l'Élysée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Nicolas Sarkozy n'était pas au courant? Est-ce que vous êtes parlé ces derniers temps? Et deuxième question, vos détracteurs disent que cette candidature est en partie l'œuvre de la rancœur que vous avez accumulée ces dernières années. Comment allez-vous convaincre les Français que c'est autre chose? Je pense que les Français sont tout convaincus parce qu'ils m'ont vu agir, ils m'ont entendu tout au long des derniers mois. Et j'ai eu le souci de tourner la page avec Nicolas Sarkozy. Et c'est pour cela que j'ai accepté de le rencontrer à plusieurs reprises au cours des derniers mois pour justement effacer. Je ne crois pas qu'on puisse faire de la politique et être mu par le ressentiment ou par la rancune. Et donc il était important pour moi de retrouver avec Nicolas Sarkozy des relations apaisées et républicaines. Et c'est aujourd'hui le sens de ma candidature. Je n'ai évidemment pas prévenu Nicolas Sarkozy à l'avance de cette candidature parce que la primeur devait en revenir aux Français. Vous le comprendrez. C'est la force de l'engagement qui est le mien que de dire aux Français en face quelles sont mes intentions. Je ne suis pas un homme de parti, de combinaison ou de calcul, vous l'aurez compris. Vous confirmez qu'on vous a proposé un poste au gouvernement dans les dernières semaines? On m'a proposé au cours des derniers mois beaucoup de choses. Mais je sais qu'il est une habitude politique que de proposer beaucoup de choses à beaucoup de gens. Et on vous a proposé un poste au gouvernement? Et je le redis, on m'a proposé beaucoup de choses. Je n'ai pas pour habitude de raconter les conversations que je peux avoir avec des responsables publics, mais on m'a proposé beaucoup de choses. Et à aucun moment, je le dis, ma démarche n'a été une démarche de négociation de poste. Je ne suis pas quelqu'un qui est susceptible de ce type de compromission. À gauche. En haut à gauche, s'il vous plaît. Monsieur, vous pouvez lui donner le micro? Merci. Aurélie Herbemont d'Europe 1. Ce matin, vous n'avez pas évoqué le revenu citoyen qui a été présenté dans votre projet le 14 avril dernier. Est-ce que vous allez conserver cette mesure dans votre programme que vous dévoilerez en janvier? Je savais que vous poseriez la question et donc je suis heureux de pouvoir y répondre. Bien sûr, le revenu citoyen fait partie de mon projet parce qu'il est la condition du retour à l'activité de nombre de nos compatriotes. Je l'ai dit, 8 millions de personnes pauvres dans notre pays à qui on ne propose ni emploi ni activité. Et le revenu citoyen, qui est aujourd'hui très largement copié, y compris dans la majorité, puisque certains veulent porter le revenu d'activité à 805 €, je propose un revenu citoyen à 850 €, a deux vertus principales. La première, c'est l'unification de l'ensemble des aides, mais non pas dans un format d'assistance comme aujourd'hui, mais dans une vision d'activité, puisque la contrepartie de ce revenu citoyen, c'est d'avoir une activité et d'enrichir le service des Français par un travail associatif, par des tâches d'intérêt général, par la mobilisation, pour tout ce qui n'est pas en compétition avec des emplois marchands. Et l'on voit tous les jours combien ce type d'activité serait nécessaire pour le service de nos concitoyens dans les zones rurales, dans les banlieues et dans beaucoup d'autres activités de notre pays. Donc, un mérite pour relancer l'activité, redonner de la dignité à nos concitoyens également. Il est important que chacun dans notre pays puisse se lever le matin avec le sentiment d'apporter une contribution au devenir national. La question qui se pose, c'est de savoir à quel montant il faudra porter ce revenu citoyen. Je suis très conscient de la situation financière difficile dans notre pays et donc très soucieux de faire les choses par étapes, partant d'une situation où la croissance sera en 2012 quasi nulle. On parle de 0,3%, si j'en crois la Commission et un certain nombre d'organismes internationaux. Il faudra donc démarrer de façon réaliste avec le souci d'augmenter par palier ce revenu citoyen dont il faut dire qu'il sera un moyen puissant de relancer la consommation, de relancer le pouvoir d'achat, de relancer l'exigence de justice sociale. Donc vous le voyez bien, c'est une impasse que font la plupart des partis politiques aujourd'hui. La plupart des partis politiques se laissent entraîner dans ce cycle d'austérité dans lequel nous sommes rentrés à la demande
de la zone euro, à la demande des marchés. Je ne crois pas que l'austérité soit la réponse à tout. Si nous voulons tuer le malade en bonne santé, eh bien, continuons à multiplier les mesures d'austérité. Je crois qu'il faut avancer sur 2 pieds, à la fois plus de rigueur, et c'est possible, et en même temps plus de croissance, et donc la relance de la consommation et du pouvoir d'achat. Vous avez une idée du coût? Alors le coût initial tel que nous l'avions imaginé dans sa version haute, qui sera possible au terme d'une reprise de la croissance, c'était 30 milliards. Il faudra donc adapter ce projet à la situation financière de notre pays à travers une montée en puissance progressive et réaliste. Une autre question, monsieur? Non? Personne ici, de ce côté-là? Monsieur, vous voulez poser une question? Non? Allez-y. Philippe Rossi de Sud Radio. Monsieur de Villepin, je sais qu'à la fin du mois, il y a retrait définitif des troupes d'Irak. Je voulais savoir quel était, après tout ce temps, votre sentiment, votre bilan, votre réaction. Sur notre politique étrangère et sur notre engagement sur un certain nombre de théâtres, je crois que les leçons de l'histoire sont claires. Des engagements longs, des engagements mal préparés, des engagements non légitimes, c'était le cas de l'intervention en Irak, ont été des fautes, des erreurs majeures qui ont laissé des traces profondes pour l'ensemble de la communauté internationale et bien sûr dans les pays concernés. Donc il est essentiel de pouvoir tirer ces leçons. J'aurais voulu que l'on puisse tirer ces leçons plus rapidement en Afghanistan, constatant au fil des années que les politiques mises en place n'étaient pas un succès, n'apportaient pas les réponses souhaitées. Il me paraissait essentiel de changer de stratégie. Et ce que je constate, c'est que malheureusement, notre stratégie en Afghanistan reste en tout et pour tout une stratégie militaire, alors que nous savons parfaitement qu'il n'y a pas de réponse militaire possible à cette crise et que la réponse, elle doit être politique, économique, sociale et régionale. L'un des grands scandales de l'intervention en Afghanistan, c'est d'avoir multiplié les soutiens, les appuis venant de pays occidentaux à l'Afghanistan, en négligeant complètement de responsabiliser les pays de la région. Aucun pays de la région ne participe à l'effort sur le terrain qui a été engagé en Afghanistan. Il y a donc un manque de légitimité de la part de cette intervention. Et c'est aussi une des leçons qu'il faudra tirer. J'ai proposé depuis longtemps une conférence régionale qui aurait permis de mettre bout à bout les efforts de la Chine, de l'Inde, de l'Iran, de la Russie. Ces pays sont aujourd'hui observateurs depuis de nombreuses années du drame qui se joue dans ce pays. Il serait temps de tirer les leçons une fois de plus. Monsieur. Ah, alors une là et ensuite monsieur. Allez-y. Bonjour, Lise Barcellini pour France 24. Vous avez parlé d'un gouvernement resserré dans votre discours. Quelles sont les personnalités auxquelles vous pensez pour ce gouvernement idéal? Vous voulez me faire beaucoup d'ennemis? Vous en avez déjà beaucoup? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais toujours pour de bonnes raisons. Il faut, quand on parle de rassemblement, ne pas compter en termes de personnes, d'individualité, mais en objectif. Et quand on rassemble, il faut tout simplement prendre les meilleurs. Or, les meilleurs, nous le savons, ils ne sont pas uniquement à droite, pas uniquement à gauche et pas uniquement au centre. Ils sont un peu partout. Et vous me permettrez de penser que ce n'est pas le genre de casting qui se dévoile avant une élection. D'abord parce que dans les 5 minutes, les mêmes diront « il n'est pas question que je participe à un gouvernement d'union nationale ». Ce sont des choses qui ne se refusent pas quand on vous le propose, mais ce sont des choses qui, par anticipation, peuvent embarrasser un certain nombre des personnes qui sont concernées. Donc vous me permettrez de ne souhaiter embarrasser personne aujourd'hui. Mais sans embarrasser personne, peut-être nous donner une tendance. Vous avez une idée d'un Premier ministre idéal que vous aimeriez avoir si vous étiez élu? Il serait plutôt à gauche ou à droite? Ou au centre? Là aussi... là, vous n'avez plus d'arguments, il faut répondre. Non, à gauche, à droite, au centre, là. À gauche, à droite, au centre, vous voyez. Vous êtes encore victime des catégories, victime des partis politiques, victime de l'esprit partisan. La capacité de nos responsables politiques à s'élever sera d'autant plus forte que nous serons placés le curseur haut.
Donc il n'est pas question aujourd'hui, et je pense que d'ailleurs aucun des candidats n'est susceptible d'annoncer à l'avance, demander à Nicolas Sarkozy qui il prendrait comme Premier ministre en cas de victoire. Je peux déjà vous prédire son embarras, demander à François Hollande qui il prendrait comme Premier ministre en cas de victoire. Donc n'essayez pas de me mettre en difficulté, vous n'y arriverez pas. Le Premier ministre, c'est celui qui est le plus à même dans une situation donnée de faire face. Et je vais vous faire une révélation. Des premiers ministres capables de faire face dans la situation d'aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux. Pas nombreux. Mais je vous laisse la liberté d'imaginer quels sont ceux qui seraient le mieux à même. Il y a des sondages récents qui ont été effectués. Mais je crois que la tâche est toujours difficile pour un président de la République quand il s'agit de choisir autre chose qu'un Premier ministre transparent. Vous parlez de sondage, justement. Vos anciens amis, qui sont partis pour certains dans la majorité, pour d'autres avec François Bayrou, s'inquiètent pour vous. Ils disent 1 ou 2% dans les sondages. On s'inquiète pour Dominique. On ne voudrait pas qu'il finisse comme Debré en 81. Il y a des destins plus tragiques que celui de Michel Debré. Et s'il s'inquiète pour moi, qu'il patiente. Je pense que d'ici quelques jours, ils s'inquiéteront un peu moins. Monsieur. En tout cas, il y a déjà des troupes dans la salle. Merci. Lilo Miango, journaliste africain, République démocratique du Congo, magazine Ngambo na Ngambo. Certains leaders politiques français ont monté et montent les Français les uns contre les autres. Et ce même groupe monte des Français contre des peuples africains, notamment avec des bombes qui pleuvent chez nous. Quel message avez-vous à faire passer pour des Français qui vivent dans nos pays, et est-ce qu'il est prévu un voyage pour aller les rencontrer? Je vous remercie. Je termine en disant merci à une dame que je ne connais pas, qui fait partie de votre équipe, qui nous ouvre les portes pour suivre votre campagne qui nous intéresse. C'est Madame Maggie Pelletier. Merci. Je vous remercie. Les relations de la France avec l'Afrique sont essentielles et malheureusement, elles n'ont pas beaucoup brillé tout au long des dernières années. Cela fait partie des responsabilités de la France. Responsabilité de la France que de renouer avec ce continent qui fait l'objet de beaucoup de convoitises. J'étais en Chine au cours des derniers jours et j'ai pu mesurer à quel point un pays comme la Chine multipliait les actions, développait ses intérêts vis-à-vis de ce continent. Nous avons perdu beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme dans nos relations avec l'Afrique et j'ai une profonde admiration pour l'ensemble de nos compatriotes qui aujourd'hui prennent le risque de l'expatriation, prennent le risque d'aller servir la France et les intérêts de la France sur l'ensemble des pays étrangers, et notamment en Afrique où la vie n'est pas toujours facile. Vous avez cité la situation de la République démocratique du Congo, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, mais cette présence est indispensable, indispensable pour l'économie française, indispensable pour la politique française. Le rayonnement de la France passe par sa capacité à développer ses relations avec ces anciennes colonies, des pays avec lesquels nous avons des liens extrêmement forts, qui sont des liens de la géographie, qui sont des liens de l'histoire, qui sont des liens de la culture et qui sont des liens de l'amitié. Monsieur. Bonjour, Thomas Soulier, la chaîne parlementaire. À vous écouter, parfois, j'ai l'impression d'entendre François Bayrou, qui lui s'est déclaré la semaine dernière. C'est à Paris également. Alors je vous conseille un bon lavage d'oreilles. Alors je vais vous citer des exemples. Ça n'a rien à voir. Vous avez parlé notamment du gouvernement d'union nationale. Lui aussi a des relations apaisées avec Nicolas Sarkozy. Vous parlez de sursaut. Qu'est-ce qui vous distingue de François Bayrou? Et comment vous jugez au final sa candidature? Ce n'est pas à moi de juger sa candidature. Je ne peux pas vous dire laissons les Français choisir et en même temps porter un jugement sur la candidature de François Bayrou. Le candidat du MoDem, et c'est une différence majeure avec la candidature qui est la mienne, tirant les leçons peut-être du passé, a indiqué de la façon la plus claire qu'il se rallierait au second tour à tel ou tel autre candidat. Voilà une différence majeure. Je ne crois pas que la solution aux difficultés de la France aujourd'hui passe par la droite, par la gauche ou par le centre. Et ça, c'est une différence majeure.
que le candidat du MoDem fasse l'apologie du centre, pense que le centre puisse rassembler la droite et la gauche, c'est son choix. Moi, je ne vous dis pas ça. Dans la tradition gaulliste, je pense qu'il faut se situer au-dessus des partis, au-dessus des intérêts particuliers. La politique n'est pas la même selon que vous cherchez à rassembler les Français à travers le plus petit dénominateur commun ou si vous cherchez au contraire à obtenir qu'ils se dépassent pour faire de grandes choses. Si nous ne sommes pas capables de nous dépasser au cours des prochaines années, si nous ne sommes pas capables de laisser de côté nos petites querelles, je crois que malheureusement, il y a peu de chances que nous puissions sortir gagnants de la situation difficile dans laquelle nous sommes. C'est un combat, c'est une compétition forcenée et ça implique de la part des Français beaucoup plus que les efforts qui ont été accomplis jusqu'à aujourd'hui. Mademoiselle. Bonjour, Valentine Auberti, Mediapart. Quel budget allez-vous consacrer à votre campagne et comment comptez-vous la financer ? Alors je vais la financer avec l'apport et les contributions des Français, c'est l'essentiel de ce qui va constituer la campagne, et bien sûr le relais pris par le financement public tel qu'il est apporté à partir des 500 signatures. C'est le cœur de ma campagne, mais je vois bien l'obsession des choses matérielles que vous avez, ce qui est très sympathique d'ailleurs. Mais la politique, c'est d'être capable de s'adapter aux moyens dont on dispose. Et quand on a un idéal, on fait en sorte que ces moyens permettent justement de porter loin la voie que l'on défend. Et puisque ma candidature a surpris, elle est singulière. Ma voix est originale. Et c'est cela qui peut permettre de convaincre les Français, beaucoup plus que la multiplication du nombre de meetings, la multiplication du nombre de tracts. Ça, c'est la vieille politique. C'est la politique d'hier. Travailler avec les réseaux sociaux, travailler avec les nouveaux moyens technologiques, faire en sorte que la mobilisation spontanée des Français permettent de changer la donne. Voilà ce qui m'intéresse. Ce n'est pas de faire la campagne d'hier ou d'avant-hier, mais c'est de faire la campagne de demain, la campagne de 2012. Justement, vos troupes nous disent qu'on peut faire une campagne économe. Quel budget comptez-vous y consacrer ? Je compte consacrer... Comme vous n'avez pas répondu, je me permets d'insister. Oui, mais vous savez, j'aime pas... c'est peut-être une question d'éducation, je n'aime pas parler chiffres. Je ne vais pas vous aligner les millions sur la table, je trouverais cela indécent. Mais je pense qu'on peut faire une campagne économe, digne, avec quelques millions d'euros. Je crois que c'est parfaitement à la hauteur des enjeux. Il y a quand même la question de l'assurance pour les candidats qui risquent de ne pas atteindre les 5% et qui ne seraient pas remboursés après. Vous savez qu'il faut un triple A aujourd'hui pour être assuré en tant que candidat. Oui. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, ça ? Le problème que nous avons d'ailleurs, c'est que nous sommes en train de le perdre, ce triple A. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément la meilleure garantie que l'on puisse avoir. Eh bien, nous serons quelques-uns peut-être à être un peu plus pauvres demain, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Donc vous êtes prêt à engager votre argent personnel, quitte à le perdre ensuite. C'est ça que vous êtes en train de dire. Quand on s'engage dans un combat, on ne le fait pas à moitié. Excusez-moi, Hakim Adelkalek de France 2. Dans l'affaire Relais et Château, est-ce que vous reconnaissez avoir déjeuné avec l'actuelle direction de Relais et Château pour faire, entre guillemets, pression pour aider votre ami, l'ancien directeur de Relais et Château, pour éviter qu'il n'ait des problèmes judiciaires? Et deuxièmement, est-ce que, comme le font état certaines écoutes, est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'un système au sein de Relais et Château qui était destiné à inviter gratuitement hommes et femmes politiques dans différents établissements? Merci de vous intéresser à la politique du tourisme en France. C'est un enjeu important. Je le redis, comme je l'ai déjà dit, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Et la rencontre sympathique que j'ai eue avec l'actuel président des Relais Château n'était sur aucune des bases d'aujourd'hui, puisque j'ignorais tout de cette affaire. Donc, toute interprétation malveillante est évidemment fausse. Les extraits d'écoute qui ont été publiés par certains de nos confrères sont donc faux quand vous proposez à l'ancien président de Relais et Château d'intercéder en sa faveur auprès du nouveau avec qui vous avez justement déjeuné? Non, mais j'ai été très clair là-dessus. J'ai un ami et j'ignorais la responsabilité qui est la sienne, tout simplement parce qu'il ne me l'avait pas indiqué et que rien à l'époque
ne permettait de le mettre en cause. Donc voilà, vous avez un ami qui est dans la difficulté. À aucun moment je n'ai fait pression, à aucun moment je ne suis intervenu. Je le redis, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Et pourquoi alors, d'après l'écoute, vous allez nous dire peut-être que c'est faux, hein, mais d'après l'écoute, vous lui avez dit on va en parler directement, vous faites arrêter votre voiture pour poursuivre la conversation loin du téléphone. Apparemment, vous avez écouté aux portes, non, pas du tout. Président. Je regarde ce qui s'est dit dans la presse et je vous demande si c'est vrai. Non, mais ce qui est vrai, c'est ce que je vous dis, c'est qu'à aucun moment je n'étais informé de la réalité de la situation de ce dossier. Donc voilà, j'ai eu un ami que je croyais pleinement innocent, et c'est dans ce sens que j'ai évoqué cette question avec lui, mais je n'ai rien à voir avec ce dossier, et il faut se méfier des écoutes tronquées. Et vous n'avez jamais entendu parler de pratiques spécifiques dans les relais châteaux, comme c'est également le cas dans les écoutes téléphoniques? Non, mais ça n'a rien à voir avec le dossier. Didier Legros, je suis journaliste belge. Du temps de Jacques Delors, la présidence de la Commission européenne avait donné beaucoup d'impulsions, notamment sur l'économie de la connaissance et tout ça. Alors si un jour vous êtes président de la République française, qu'est-ce qui vous convient? Un président de la Commission qui a des projets puissants pour vous allier à lui, ou bien avoir une marionnette comme Barroso? C'est pas gentil pour lui, mais je crois que les institutions européennes ont besoin d'être profondément refondues. Et je suis pour ma part favorable à une évolution de ces institutions dans le sens d'une fusion du président de la Commission et du président de l'Union européenne. Et je souhaite que ce nouveau président puisse être élu au suffrage universel pour redynamiser, pour relégitimer la capacité à agir de cette institution. Monsieur ? Oui, bonjour. Édouard de Henzel, Soyou TV. En revisionnant hier le film La Conquête, je me demandais si vous aviez... rien à faire. Je me demandais quand même si vous aviez échangé avec Jacques Chirac sur votre déclaration, préalablement, et éventuellement ce que vous vous êtes dit. J'ai répondu tout à l'heure. J'ai réservé la primeur de mon annonce aux Français. Une question au fond. Christine Claire, journaliste freelance. Monsieur de Villepin, vous vous réclamez beaucoup du général de Gaulle. Est-ce que vous vous sentez Je crois prêt... ne pas l'avoir cité du gaullisme. Bon. Est-ce que vous vous sentez prêt comme lui, d'abord à mener une vie extrêmement sobre comme le faisait l'homme de Colombey, ensuite à installer un petit compteur électrique à l'Élysée pour mesurer votre propre consommation, et enfin, si vous êtes invité dans un hôtel, à laisser sur la table un pourboire équivalent au prix de la chambre comme le faisait le général? C'est ce que je fais aussi, vous voyez. Mais d'une manière générale, j'ai à cœur de régler mes factures, et je ne comprends pas d'ailleurs que le petit compteur électrique dont vous parlez ne soit pas déjà installé à l'Élysée. Mais c'est peut-être en cours. L'exigence de sobriété s'impose par définition à un président de la République qui se doit de donner l'exemple, et de ce point de vue, c'est vrai, nous avons encore beaucoup à faire. Y a-t-il d'autres questions? Non? C'est fini? Eh bien, Monsieur de Villepin, merci beaucoup d'être venu. Merci. Au Presse Club. Merci à vous. Merci. Je suis candidat parce que je refuse la fatalité. C'est dans un discours aux accents gaulliens que Dominique de Villepin a expliqué les raisons de sa candidature à la présidentielle. L'élection présidentielle doit être le rendez-vous d'un homme et d'un peuple. Je veux qu'elle soit le rendez-vous de la nation. Or, elle est devenue le rendez-vous des partis. Dominique de Villepin est donc candidat parce qu'il veut que les Français aient le choix. Il se présente comme le mieux à même de défendre les intérêts du pays. Il est candidat parce qu'il ne veut pas rester sur le banc de touche, mais veut apporter des réponses aux Français et changer la politique. Il faut bousculer le système, changer les habitudes, a-t-il déclaré. Pendant son discours, Dominique de Villepin ne s'est pas privé d'égratigner ses concurrents, Nicolas Sarkozy, François Hollande et François Bayrou. Il ne faut ni un hyper-président, ni un président normal, ni un président installé dans un fauteuil à bascule, tantôt à gauche, tantôt à droite. Il a quand même pris soin de préciser que désormais, ses relations étaient
été apaisé avec le chef de l'État. Concernant son programme, Dominique de Villepin est resté très vague, se contentant d'énoncer des mesures symboliques telles qu'un gouvernement resserré à 10 ministres, la création de 8 grandes régions métropolitaines et la fin du cumul des mandats. Mais Dominique de Villepin l'a précisé, c'est courant janvier qu'il énoncera son programme présidentiel ainsi que son équipe de campagne. Tout de suite, direction l'hémicycle pour suivre la séance de questions orales qui débute par une question du